Euh, Votre question est très pertinente. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose et qu'on me le pose très souvent. Les journalistes, notamment à l'étranger, sont, comme nous tous d'ailleurs, nous avons besoin de mettre une étiquette pour pouvoir un peu identifier les choses. Et là, comme vous avez dit, le pouvoir de Tayyip Erdogan, plus que le pouvoir de l'AKP, puisque c'est un pouvoir plus personnalisé dont il s'agit, le pouvoir de Tayyip Erdogan n'est pas stabilisé. C'est un pouvoir qui est en train d'évoluer. Donc le terme dérive est un peu significatif et je pense est justifié. Et au jour d'aujourd'hui, le terme d'autoritarisme devient insuffisant. Il y a 5 ans, on commençait à parler de cette tendance autoritaire qui commençait à se manifester. Aujourd'hui, l'autoritarisme, évidemment, si on prend quelques caractéristiques, le régime est très autoritaire, mais il y a des régimes autoritaires, par exemple en Inde ou en Hongrie ou en Pologne. Là, j'étais la semaine dernière, donc j'ai fait des travaux de comparaison avec la Pologne. Évidemment, il y a des similitudes. La volonté de contrôle de la justice, par exemple, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Viktor Orban, chez le parti de justice et égalité, non pas égalité, comment il s'appelle, justice c'est justice et égalité, c'est les sous-marins d'ici, bon, le parti du Kazniewski, et la volonté de contrôler la justice est quelque chose qu'on retrouve partout, de verrouiller la justice, du Conseil constitutionnel jusqu'aux tribunaux les plus bas. Mais en même temps, il n'y a pas tant que ça de gens en prison. Alors que chez nous, avant même le coup d'État, le coup d'État a accéléré les choses, mais avant même le coup d'État, le nombre de journalistes en prison, le nombre de militants en prison, le nombre de militants kurdes en prison, les mêmes mises sur les mairies, etc., déjà en cours. Donc, l'autoritarisme ne suffit pas. Alors, on a inventé des mots en s'inspirant de ce qui est utilisé pour Poutine, un mélange de démocratie et dictature, démocrature, etc. Bon, tout ceci est vrai, tout ceci représente quelque chose de vrai. Si mon avis personnel aujourd'hui, j'utilise de plus en plus le terme d'autocratie, puisque l'autocratie est une forme d'autoritarisme non institutionnel. L'autoritarisme est quelque chose d'institutionnel. Hein. On peut avoir un autoritarisme dont l'autorité n'est pas totalement incarnée exclusivement dans les mains d'une personne. Hein. L'autoritarisme militaire, par exemple, c'est l'autoritarisme de toute une institution. Alors que dans le cas d'espèce, nous avons un autoritarisme où la totalité du pouvoir et de l'autorité est incarnée, et non pas incarnée, et monopolisée dans les mains d'une personne. Donc du coup, ça prend une forme plus autocratique, mais avec une élection dont, jusqu'au référendum, les dimensions légitimes n'étaient pas remise en cause. Là, effectivement, avec le référendum, il y a aussi cette dimension de la légitimité démocratique de l'élection a commencé à se poser. Mais jusque-là, nous pouvions, à mon avis, le terme une autocratie élective me paraissait signifier beaucoup plus cette particularité de régime de Tayyip Erdogan. Ce n'est pas le régime de Poutine, parce que jusque-là, nous disions, bon, il y a une multiplicité de partis, les élections sont plutôt libres, le dépouillement est plutôt propre, etc., etc., alors que les soupçons de manipulation massive existent du côté de la Russie, mais en même temps, évidemment, une force très personnalisée à la manière de Poutine, une verticale du pouvoir, que même Poutine voudrait aujourd'hui, je pense, doit envier chez Tayyip Erdogan. C'était l'inverse jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, et je crois que les choses sont inversées. C'est le vertical du pouvoir de Erdogan est encore plus vertical et total, vu la dimension du pays, évidemment,
parce que la fédération de Russie est une fédération quelque part, la Turquie est très centralisée, donc du coup, quand vous contrôlez le cœur de l'État, vous contrôlez tout. Hein, malheureusement, ce qui nous reste comme séquelle du kémalisme, c'est que quand vous contrôlez le cœur du pouvoir, ben, vous contrôlez tout. Alors, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, par rapport à votre remarque de tout à l'heure, ça m'a fait réfléchir. Vous avez dit, nous vivons la période la pire. Je pense qu'en français, on ne dit pas la plus pire, mais la pire de l'histoire de la République. Oui et non. Oui et non. Parce que mon âge me permet de comparer plusieurs coups d'État. In vivo, de l'enfance, jeunesse, et puis période adolescent. Et en 1980, quelques mois après le coup d'État des militaires, probablement nous pouvions dire nous vivons la période pire de la Turquie, avec des centaines de milliers de personnes en prison, les pendaisons qui commençaient à s'exercer, tout était fermé, les partis politiques totalement fermés. Là, on a mis en prison 10 députés de HDP, un député de CHP. À l'époque, c'était tous les députés qui étaient internés. Et les présidents du parti. Hein, bon, ils n'étaient pas maltraités, mais ils étaient internés. Hein, tous les députés étaient internés, tous les partis étaient interdits, tous les syndicats étaient interdits. Il y avait des gens qui mouraient en prison sous torture, etc. Mais c'était la dictature ouverte, et nous savions que, grosso modo, cette dictature ouverte va écrabouiller tous les acquis démocratiques de la Turquie et ce qui s'est passé, mais ce n'est pas tenable à long terme. C'est que cette dictature des militaires allait durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça a duré 2 ans et demi, ça allait laisser des séquelles très importantes, mais que le retour vers une démocratie était visible, je ne dirais pas, mais était possible. Au jour d'aujourd'hui, la violence de la répression est peut-être un peu moins forte. On ne tue pas. Si, on tue. Dans la lutte avec le PKK, oui, il y a toujours des dizaines de morts, de part et d'autre d'ailleurs. Des centaines de milliers de personnes sont licenciées en 1980 aussi. Hein. Peut-être pas 150 000, mais le nombre était relativement élevé. Des personnes mises en prison, en détention, 45 000, à l'époque c'était encore plus, etc. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une situation qui va vers crescendo. Au fur et à mesure de l'affermissement du pouvoir, la répression s'élargit, s'institutionnalise et évidemment, nous n'avons pas la perspective à moyen terme de dire, bon, on peut pouvoir en sortir par des voies démocratiques. Je crois que c'est la dimension la plus pernicieuse aujourd'hui par rapport aux années 80. C'est que dans les années 80, non pas parce qu'à l'époque j'étais plus jeune, mais sans que je suis plus vieux, donc du coup je deviens plus pessimiste. Il est fort possible, par ailleurs. Mais qu'en même temps, je crois, quand on voit le mouvement social, etc., je pense que aujourd'hui, nous avons une perspective d'un rouleau compresseur qui s'installe. Pour différentes raisons, et je terminerai là-dessus. D'abord, parce que ce n'est pas simplement un contrôle total de toutes les institutions. D'ailleurs, il faudrait se poser la question, toute la responsabilité de l'histoire de la République de Turquie, avec des gouvernements de droite ou de gauche, soi-disant laïques, pourquoi, finalement, nous n'avons pas hérité des institutions démocratiques capables de résister à ces dérives autoritaires. Aujourd'hui, Trump n'est pas moins autoritaire. Si on transportait Trump en Turquie, il serait un super Erdogan. Hein. Mais face à Trump, il y a des institutions démocratiques qui résistent. Et probablement, ils vont gagner face à Trump. Chez nous, nous n'avons pas de résistance
des institutions démocratiques au sens institutions publiques, j'entends. Hein, je ne parle pas d'associations, société civile, etc. Mais la justice, particulièrement la justice. La justice, on dit, elle est dépendante aujourd'hui, elle a été autant dépendante avant. Hein. Là, il ne faut pas qu'on se mente. La justice était toujours idéologisée, dépendante. Elle ne faisait pas la justice, elle donnait, elle appliquait les principes dominants de l'État. Alors, ça, c'est pernicieux. Et donc, deuxième chose, c'est que la dictature était une dictature. C'est-à-dire que dans la dictature, moi, en 1982, quand on a commencé la maison d'édition, c'était encore la dictature, nous savions ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire. C'est-à-dire que nous ne pouvions pas manifester dans la rue, etc., il était immédiatement arrêté, mais nous avions des espaces possibles de liberté où on pouvait un peu commencer à coaguler les résistances. Et il y avait, du coup, une loi qui s'appliquait. Aujourd'hui, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire qu'à la rigueur, par rapport à un gouvernement d'état de siège, nous disposons plus de pouvoir, mais en même temps, nous sommes dans l'arbitraire total. Ce n'est pas le gouvernement de la loi. Ce n'est pas l'état de droit, de loin, mais ce n'est pas non plus l'état de la loi, c'est l'état de l'arbitraire que nous avons. Et cet arbitraire est très manifeste. Dans mon cas d'espèce, je travaille, je fais 2 chroniques par semaine dans un journal dont 11 journalistes sont en prison depuis 7 mois, mais nous, on continue à publier le journal en même temps. Ça, c'est l'arbitraire. Hein? Ça, c'est l'arbitraire. C'est que vous pouvez continuer à travailler, mais en même temps, chacun d'entre vous peut être, du jour au lendemain, peut être saisi, mis en prison, etc., etc. Mais en même temps, vous continuez à travailler en même temps. C'est la situation la plus pire, d'une certaine manière, parce que vous n'avez plus aucune prise sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Hein? Ça, c'est l'arbitraire. Et c'est, je pense, ce qui caractérise le plus aujourd'hui cette autocratie élective, c'est l'état de l'arbitraire. L'arbitraire au niveau de la justice, l'arbitraire au niveau de l'économie. C'est là aussi la création de ce fonds où on met tous les entreprises publiques, les fonds publics dans un truc totalement extravagant. C'est l'unique cas dans le monde, hein, ce fonds souverain qui a été créé dans un pays qui a un déficit du commerce extérieur. Impossible de faire un fonds souverain. Alors ils ont créé des fonds souverains. C'est l'arbitraire total. Le président de la République, il est en même temps chef de parti. C'est l'arbitraire total. Moi, si j'injurie le président de la République en tant que chef de parti, on peut m'accuser d'injurier le président de la République, mais il est en même temps chef de parti. En tant que président de la République, il a l'irresponsabilité politique. On ne peut rien faire contre lui. On ne peut pas ouvrir un procès contre lui. Mais en même temps, il est chef de parti. Donc du coup, nous sommes dans une situation qui est totalement atypique au sens de l'arbitraire, justement. C'est ça qui est devenu probablement le caractéristique dominant, c'est le règne de l'arbitraire. Le règne de l'arbitraire par l'autorité d'une personne qui a un projet très réel. C'est un projet de verrouillage institutionnel de la Turquie. C'est un projet de verrouillage personnel pour éternellement, le plus long possible, évidemment, pour ne pas être inquiété par des accusations de corruption, etc. Et en même temps, je crois, le fond de l'affaire, c'est qu'il mène une guerre culturelle. C'est une guerre revancharde, une guerre culturelle, exactement comme c'est une Kulturkampf, mais une Kulturkampf de dimension très globale. Il veut redimensionner les repères civilisationnels de la Turquie.